Ma famille m'a dit à 32 ans que j'étais adoptée, le jour même où ils ont partagé 31 000 €, le manoir, l'entreprise familiale, et 3 voitures de luxe à mes vrais frères et sœurs. Tu n'as jamais vraiment fait partie de nous, a dit ma mère. Dévastée, j'ai engagé un détective à 200 € pour trouver mes parents. 2 semaines plus tard, il a appelé, la voix tremblante, vous devez vous asseoir. Votre père biologique est... Le nom qu'il a prononcé m'a fait lâcher le téléphone. Ma famille m'a donné 50 000 €, pendant que mes frères et sœurs se partageaient 31 millions. Le même jour, à 32 ans, j'ai appris que j'étais adoptée. Ma mère, la femme qui m'avait élevée, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu n'as jamais vraiment fait partie de nous ». J'étais dévastée. J'ai engagé un détective pour 200 €. Ce qu'il a découvert, le nom qu'il a prononcé des semaines plus tard, m'a fait lâcher le téléphone. Mon père biologique n'était pas n'importe qui. C'est mon histoire. Bonjour à tous, et merci de m'écouter. Avant de plonger dans les détails de cette journée qui a absolument tout changé dans ma vie, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure est-il chez vous? C'est toujours incroyable pour moi de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager et connecter les gens. Bien. Tout a commencé un mardi matin gris, typique du Nord. J'étais dans mon élément, dans mon bistrot, le Rebond. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est ce que nous faisons ici. Nous rebondissons. C'est plus qu'un simple restaurant à Lille, c'est une entreprise d'insertion. Nous embauchons des gens qui ont besoin d'une seconde chance, des gens que le système a laissés de côté. Ce matin-là, l'odeur du café frais et des viennoiseries chaudes remplissait l'air. J'étais en train de montrer à Michel, notre nouveau plongeur de 55 ans qui n'avait pas eu d'emploi stable depuis 3 ans, comment fonctionnait la machine à expresso. Son sourire, quand il a réussi sa première mousse de lait, valait tout l'or du monde. C'était ça, ma vraie famille. L'agitation, la chaleur, le bruit des assiettes, les rires de mes employés. Puis mon téléphone a vibré. Le nom affiché a glacé l'atmosphère. Mère. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et je suis allé dans mon petit bureau. J'ai décroché. Diane? J'espère que je ne te dérange pas. La voix de Béatrice était comme toujours. Polie, distante, comme si elle appelait un fournisseur lointain. Bonjour maman. Non, ça va. Que se passe-t-il? Je t'appelle pour te rappeler la réunion. Dimanche, 14 h. À la Chênaie. Sois à l'heure. C'est important. La Chênaie. C'était le nom du manoir de maître de mes parents, juste à l'extérieur de Reims. À 2 heures de route de Lille. 2 heures qui me semblaient toujours être un voyage vers une autre planète. Je n'ai pas oublié, maman. J'y serai. Bien. Ton père et moi avons des annonces cruciales à faire concernant l'avenir de la famille et de l'entreprise. Habille-toi convenablement. Elle a raccroché. Pas de « comment vas-tu » pas de « comment se porte le Rebond ?» Juste un ordre. J'ai soupiré. Je n'avais jamais eu l'impression de faire partie de ce monde. Le monde de Cormier Textile, l'entreprise familiale. Le monde des dîners de gala, des pulls en cachemire posés sur les épaules, et des conversations feutrées sur le golf et les marchés boursiers. Mon frère aîné, Maxence, était le directeur financier, l'héritier présomptif. Ma sœur, Aurore, la directrice marketing, une copie conforme de Béatrice, mariée à un banquier. Et puis il y avait moi. Diane. La rêveuse, celle qui avait choisi d'ouvrir un petit bistrot social à Lille au lieu de rejoindre l'Empire. La seule raison pour laquelle j'acceptais encore d'y aller, c'était pour mon petit frère, Lubin. À 25 ans, il était le seul à avoir un peu de chaleur dans ce mausolée familial. Et, bien sûr, il y avait mon père, Henri. J'avais appris par Lubin qu'il avait eu une alerte cardiaque 2 mois plus tôt. Béatrice avait minimisé l'incident, mais je m'inquiétais. Je me suis dit que cette réunion, cruciale, concernait leur retraite. Peut-être qu'ils allaient enfin vendre l'entreprise, voyager, laisser Henri se reposer. J'espérais de bonnes nouvelles. J'ai regardé Michel, qui servait fièrement un café à un client régulier. Mon bistrot,
Mon « projet caritatif », comme l'appelait Maxence avec mépris, était ma vie. Il était mon encre. Je ne savais pas que cette encre était sur le point d'être testée. Je ne savais pas que je n'allais pas à une réunion de famille pour discuter d'une retraite. Je conduisais, sans le savoir, tout droit vers mon exécution. Le dimanche est arrivé trop vite. J'ai laissé le rebond aux mains de mon second et j'ai pris l'autoroute A1 vers Reims. 2 heures de pluie battante. J'ai mis la radio, essayant de chasser l'anxiété qui me nouait l'estomac. La Chênaie était exactement comme dans mes souvenirs. Imposante, froide, parfaitement entretenue. Le gravier crissait sous les pneus de ma vieille Clio d'une manière qui semblait la juger. Les voitures de luxe de Maxence et Aurore étaient déjà garées devant. Je suis entrée. L'odeur était toujours la même, un mélange de cire d'abeille, de vieux livres et du parfum coûteux de Béatrice. Ils étaient tous dans le grand salon. Le feu crépitait dans l'immense cheminée de pierre, mais il ne parvenait pas à réchauffer la pièce. Béatrice, bien sûr, portait son collier de perles signature et une robe en soie bleu marine. Henri, mon père, semblait pâle et fatigué dans son fauteuil. Il n'a pas rencontré mon regard. Maxence tapotait sur son téléphone, vérifiant probablement la bourse. Aurore et son mari banquier, Thomas, sirotaient de l'eau pétillante, l'air grave. Seul Lubin, affalé sur un canapé, m'a offert un petit sourire nerveux. « Diane. Tu es à l'heure. Assieds-toi, a dit Béatrice. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Je me suis assise sur le bord d'un fauteuil rigide. Le silence était assourdissant, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise dans le hall. Béatrice s'est levée. Elle s'est placée devant la cheminée, comme une reine s'adressant à sa cour. Merci à tous d'être venus. Comme vous le savez, votre père a eu des soucis de santé. Cet événement nous a forcés, votre père et moi, à accélérer nos plans pour l'avenir. Il est temps d'assurer l'héritage Cormier. Mon cœur s'est serré. L'héritage. C'était donc ça. Béatrice a continué, nous avons passé les 6 derniers mois avec nos avocats et nos fiscalistes. La structure de la fiducie familiale, établie par votre grand-père, est très spécifique. Elle est basée sur le sang. Sur la lignée Cormier. Elle a pris plusieurs dossiers en cuir épais sur le bureau. Maxence. Elle lui a tendu le premier dossier. Comme convenu, tu prends la direction et la pleine propriété de Cormier Textile. Nous comptons sur toi pour perpétuer le nom. Maxence a hoché la tête, ses yeux brillants d'avidité. Il n'a même pas remercié. Aurore. Elle lui a tendu le deuxième dossier. Pour toi, cette maison, la Chênaie, ainsi que l'appartement de l'avenue Foch à Paris. Ce sont les biens immobiliers de la famille. Aurore a gloussé et a embrassé son mari. 31 millions d'euros, c'était l'estimation de l'ensemble. Ces 2 dossiers en valaient la quasi-totalité. Lubin. Elle lui a tendu le 3e dossier, légèrement plus fin. Pour toi, le portefeuille d'actions que ton grand-père a constitué, ainsi que les 3 voitures de collection de ton père. Nous espérons que cela t'aidera à trouver ta voie. Lubin a pris le dossier sans le regarder, fixant ses genoux. Puis, ce fut mon tour. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le silence était total. Béatrice n'avait plus de dossier en cuir. Elle s'est approchée de moi. De son sac à main, elle a sorti une simple enveloppe blanche. Une enveloppe fine, du genre de celle qu'on utilise pour envoyer une carte d'anniversaire. Mon estomac s'est transformé en un bloc de glace. Elle me l'a tendue. Mes mains tremblaient. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait 2 choses. Un chèque de banque, d'un montant de 50 000 euros. Et une petite carte, format A5, avec l'en-tête de la famille. Il y avait une seule phrase dactylographiée. Pour tes années avec nous. Merci. J'ai relu la phrase. 5 fois. Pour tes années avec nous. Merci. Merci. Comme on remercie une nounou? Une gouvernante? 50 000 euros, pendant qu'ils venaient de se partager 31 millions? J'ai levé les yeux, complètement perdu. J'ai regardé mon père, Henri. Il fixait intensément ses chaussures. J'ai regardé Maxence,
qui avait un sourire en coin. Aurore m'examinait avec une curiosité froide. Maman, ma voix était un murmure. Je ne comprends pas. Il doit y avoir une erreur. Où est mon dossier? C'est là que son visage a changé. Le masque de la mère de famille respectable, de la grande bourgeoise de Reims, est tombé. Ce qui restait était quelque chose de dur, de froid et d'inconnu. Elle m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vue auparavant. Il n'y a pas d'erreur, Diane. Il n'y a pas d'erreur, Diane. Sa voix était plate, clinique. Comme un médecin annonçant un diagnostic fatal sans aucune émotion. Le sang a quitté mon visage. Le tic-tac de l'horloge comptoise résonnait dans ma tête comme des coups de marteau. Je ne comprends pas, j'ai répété, ma voix se brisant. 50 000? Merci pour tes années? De quoi parlez-vous? Béatrice a poussé un petit soupir, comme si je la décevais profondément. Diane, il est temps que tu saches la vérité. Une vérité que nous t'avons cachée par bonté d'âme pendant 32 ans. Mon cœur a cessé de battre. Tu es adoptée. Le mot est resté suspendu dans l'air. Adoptée. Adoptée. Non. C'était impossible. J'ai secoué la tête, un rire nerveux m'échappant. C'est une blague? Ce n'est pas drôle. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Sa voix était tranchante comme un rasoir. Nous t'avons adopté quand tu avais 3 mois. Une adoption privée, très discrète. Tes parents biologiques n'ont jamais été connus. Je me suis tournée vers Henri. Papa? Le mot est sorti comme un cri étranglé. Il a finalement levé les yeux. Ils étaient remplis de larmes. C'est vrai, Diane. Nous t'aimons comme notre fille, mais Béatrice l'a interrompu, reprenant le contrôle. La fiducie familiale, le testament de ton grand-père, tout est basé sur le sang. La lignée Cormier. Légalement, tu n'as droit à rien. Absolument rien. Rien, j'ai répété, le mot sans aucun sens. Les murs du salon semblaient se rapprocher. Je me suis tournée vers mes frères et sœurs. Mais, non. Et vous? Vous? Maxence a haussé les épaules. Je le sais depuis mes 18 ans. C'était la condition pour que j'entre dans la société. Aurore a pris la parole, sa voix pleine d'une fausse sympathie. Ils me l'ont dit quand j'ai épousé Thomas, pour les arrangements légaux. Nous avons tous juré de garder le secret. Pour toi. Pour moi, j'ai crié. Vous m'avez menti. Toute ma vie. Chaque jour. Lubin a finalement parlé, sa voix brisée. Maman, ce n'est pas juste. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas comme ça qu'on devait lui dire. Tais-toi, Lubin, a sifflé Béatrice. Nous avons donné à Diane une vie que ses vrais parents n'auraient jamais pu lui offrir. Les meilleures écoles, les vacances, les opportunités. Nous ne lui devions rien. Ces 50 000 € sont un geste de générosité. La générosité. Le mot m'a frappé comme une gifle. 31 millions contre 50 000. J'étais paralysée. Chaque souvenir de mon enfance venait de se briser. Noël, les anniversaires, les photos de famille où je me demandais toujours pourquoi je ne ressemblais à personne. Tout était un mensonge. Une mise en scène élaborée. J'étais l'accessoire. L'acte de charité de la famille Cormier. Je me suis levée, mes jambes tremblaient si fort que j'ai dû m'agripper au fauteuil. J'ai regardé cette femme, Béatrice. Ma mère. Comment avez-vous pu? Elle s'est approchée de moi. Je m'attendais à de la pitié, peut-être un regret. Je n'ai reçu que du mépris glacial. Elle a tendu la main et a réajusté le col de mon chemisier, comme si elle chassait une poussière. Tu n'as jamais vraiment fait partie de nous, Diane. Pas vraiment. Tu étais toujours différente. Elle a fait un pas en arrière, me congédiant du regard. Maintenant, prends cet argent. C'est plus que ce que tu mérites. Et commence ta vraie vie. Honnêtement, que feriez-vous à ma place? Si toute votre vie s'avérait être un mensonge, et que la personne qui vous a élevé, votre propre mère, vous disait cela? Dites-le moi dans les commentaires, parce que sur le moment,
J'étais complètement, totalement brisée. Je n'avais plus de famille. Je n'avais plus de nom. Je n'étais personne. J'ai laissé tomber le chèque par terre. Je me suis retournée et j'ai traversé le salon, sous le regard de ceux qui avaient été ma famille. Leur visage était un mélange de pitié, de soulagement et d'indifférence. J'ai claqué la porte d'entrée. Et je n'ai pas regardé en arrière. Je ne me souviens pas du trajet retour vers l'île. C'était un brouillard de 2 heures. Un brouillard de larmes brûlantes, de cris de rage qui déchiraient ma gorge, puis d'un silence vide, assourdissant. Ma Clio roulait en pilote automatique. Mon esprit, lui, tournait en boucle. Adopté. 50 000 €. Tu n'as jamais vraiment fait partie de nous. Chaque mot était un coup de poignard. Chaque kilomètre m'éloignait de la Chênaie, mais je ne savais pas vers quoi je roulais. Quand on vous enlève votre passé, comment pouvez-vous avoir un avenir? 32 ans de souvenirs, effacés. 32 ans de photos de famille qui n'étaient que des mensonges. Je suis arrivée devant mon petit appartement au-dessus du bistrot. Il pleuvait toujours. Je suis restée assise dans la voiture pendant 10 minutes, incapable de bouger. Le chèque de 50 000 € était resté sur le tapis persan du salon de Béatrice. Je n'avais rien. Je suis montée. J'ai ouvert la porte. Étienne était là. Mon Étienne. Il était assis à notre petite table de cuisine, entouré de copies d'élèves. Il enseigne l'histoire dans un collège ZEP, une zone d'éducation prioritaire. Il se bat chaque jour pour des enfants que le système a presque abandonnés. Il est l'homme le plus ancré, le plus vrai que je connaisse. Il a levé les yeux de ses copies. Un seul regard sur mon visage a suffi. Il n'a pas posé de questions. Il s'est levé, a traversé la pièce en 2 secondes, et m'a prise dans ses bras. C'est là que j'ai craqué. Je me suis effondrée. J'ai sangloté. Le genre de sanglots qui viennent du plus profond de l'âme, des sanglots qui déchirent. J'ai tout déversé. Les 31 millions, le chèque, les mots de Maxence et d'Aurore. Et puis, les mots de Béatrice. Tu n'as jamais vraiment fait partie de nous. Étienne m'a juste tenue. Il m'a laissé pleurer, m'a laissé trembler, m'a laissé m'effondrer. Il n'a pas dit « c'est horrible, on va les poursuivre en justice ». Il a juste été là. Il a été mon ancre dans la tempête la plus violente de ma vie. Quand les sanglots se sont calmés, il m'a fait asseoir sur le canapé, m'a enveloppé dans une couverture, et est allé dans la cuisine. Il est revenu avec une tasse de thé fumante. Il s'est assis en face de moi. Il a pris mes mains dans les siennes. D'accord, a-t-il dit doucement. D'accord, j'ai reniflé. Étienne, je n'ai plus de famille. Je ne sais même pas qui je suis. Mon nom. Cormier, ce n'est même pas le mien. Il a serré mes mains. Alors, tu es libre. J'ai levé les yeux vers lui, confuse. Libre? Oui. Libre, a-t-il répété, ses yeux fixés sur les miens. Ce nom n'a jamais été le tien. Il ne t'allait pas. Il était trop froid, trop rigide pour toi. Tu n'es pas Lynn Cormier. Tu es Diane. Tu es la femme qui a construit le rebond à partir de rien. Tu es la femme qui croit en Michel, en Salima, en tous les autres. Tu es la femme qui se lève à 5 heures du matin pour aller au marché de gros. Tu es la femme que j'aime. C'est ça, qui tu es. Pas eux. Ces mots ont été comme un baume. Il avait raison. J'étais Diane. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongée à côté d'Étienne, écoutant sa respiration régulière. La douleur était toujours là, une plaie béante dans ma poitrine. Mais quelque chose d'autre commençait à grandir. Une émotion nouvelle, froide et dure comme l'acier. La rage. Une rage pure. Béatrice pensait qu'elle pouvait m'effacer? Me payer pour disparaître? Maxence et Aurore pensaient qu'ils pouvaient ricaner en empochant leur fortune bâtie sur un mensonge? Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que j'étais juste Diane la rêveuse. Ils venaient de réveiller quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû. Je ne savais pas qui j'étais. Mais j'allais le découvrir. Le lendemain matin, j'étais une femme en mission. La douleur était toujours là, mais elle était devenue un carburant.
Étienne était parti à son collège, et moi, je n'ai pas ouvert le rebond. J'ai mis un mot sur la porte, fermeture exceptionnelle, et j'ai pris ma voiture. Je ne suis pas retourné à Reims. Je suis allé à Roubaix. Roubaix est une vieille ville industrielle près de Lille. C'est le contraire de la Chênaie. C'est brut, c'est réel. Un de mes fournisseurs de légumes, un type formidable qui avait eu des démêlés avec un ancien associé, m'avait parlé d'un détective privé. Un vieux de la vieille, qui trouvait tout. Didier Morin. Son bureau était exactement comme je l'imaginais. Au-dessus d'une boulangerie qui sentait bon le pain chaud. L'escalier grinçait. La porte en verre dépoli disait juste « Morin, enquête ». J'ai frappé. Une voix bourrue a crié « Entrez ». L'homme derrière le bureau avait la soixantaine bien tassée, une chemise froissée, et des yeux qui semblaient avoir tout vu. Le bureau débordait de dossiers, de tasses à café vides et d'un cendrier plein. Il m'a regardé de haut en bas. « Vous êtes perdue, mademoiselle ? Vous êtes Didier Morin ? Ça dépend. Qu'est-ce que vous me voulez ? » Je me suis assise sans qu'il m'y invite. J'ai sorti 2 billets de 100 € de ma poche et je les ai posés sur le bureau. J'ai besoin que vous trouviez quelqu'un. Ou plutôt, 2 personnes. Il a regardé les billets, puis moi. Asseyez-vous. Je plaisantais. Qui ? J'ai pris une grande inspiration. Mes parents biologiques. Morin a levé un sourcil. Il s'est adossé à sa chaise, qui a protesté bruyamment. Ah. Une affaire d'adoption. C'est compliqué, ça. C'est tout ce que j'ai dit, en ignorant sa remarque. Je suis né enfin, je crois, autour de mars 1992. J'ai été adopté à 3 mois. Une adoption privée. La famille qui m'a élevé s'appelle Cormier, à Reims. L'avocat qui s'en est occupé à l'époque s'appelle Maître Sylvain. Il exerce toujours à Reims. Morin prenait des notes sur un calepin usé. Cormier ? Cormier Textile ? Vous connaissez ? De nom. Grosse famille, vieux sous. Pourquoi maintenant ? 32 ans plus tard ? Ils viennent de me déshériter et de me dire que je n'étais pas leur fille. Ils m'ont offert 50 000 € pour disparaître. Morin a sifflé. Classe. 50 000 ? Et vous me donnez 200. Vous n'êtes pas très riche pour une Cormier. Je ne suis pas une Cormier, j'ai dit, ma voix dure. Et je n'ai pas touché leur argent. Il m'a regardé différemment. Un éclair de respect dans ses yeux fatigués. D'accord, petite. Mais je vous préviens. Ces recherches, c'est comme ouvrir la boîte de Pandore. Parfois, on n'aime pas ce qu'on trouve. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Je dois savoir, j'ai dit. La vérité, quelle qu'elle soit, ne peut pas être pire que le mensonge dans lequel je viens de vivre. Il a souri d'un coin de la bouche. Il a pris les 200 € et les a fait disparaître dans un tiroir. Maître Sylvain, à Reims. C'est un bon point de départ. Les vieux avocats, soit ils sont séniles, soit ils se souviennent de tout. Donnez-moi quelques jours. Je vais aller tâter le terrain à Reims. Je me suis levé. Merci. Ne me remerciez pas encore, a-t-il grogné. Rentrez chez vous. Occupez-vous de votre bistrot. Je vous appelle. Je suis sorti de ce bureau poussiéreux, l'odeur de tabac froid piquant mes narines. Mais pour la première fois depuis 48 heures, je respirais. Je n'étais plus une victime passive. J'étais devenue une enquêtrice. Je ne savais pas que Maître Sylvain n'était pas le seul à Reims à détenir une pièce de mon puzzle. Mais c'était un début. La chasse avait commencé. 3 jours ont passé. 3 jours d'une tension insoutenable. J'essayais de travailler au rebond, de me concentrer sur les menus, sur les plannings, mais mon esprit était à Reims. Chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter. Le vendredi après-midi, Morin a appelé. Diane ? C'est Morin. J'ai du nouveau. J'ai failli laisser tomber la caisse de poireaux que je portais. J'ai couru dans mon bureau. Quoi ? Qu'avez-vous trouvé ? Maître Sylvain. J'ai pris un café avec sa secrétaire ce matin. Le vieux accepte de nous voir. Il a 82 ans,
mais il a toute sa tête. Et il dit qu'il se souvient très bien de votre dossier. Mon cœur battait à tout rompre. Il se souvient? Apparemment, oui. Il a dit que l'obligation de confidentialité a expiré avec le temps. Une façon polie de dire qu'il veut parler avant de mourir. Mais il veut vous voir. Il ne parlera qu'à vous. Rendez-vous à son cabinet, à Reims, demain matin. 10 heures. J'y serai. Le lendemain, je refaisais la route Lille-Reims. Mais cette fois, je n'allais pas à la Chênaie. J'allais dans le centre-ville, dans un vieil immeuble haussmannien. Le cabinet de maître Sylvain était à l'ancienne, boiserie sombre, fauteuil en cuir craquelé, et une odeur de papier et de temps passé. Morin était là, dans la salle d'attente. Il m'a fait un signe de tête. Maître Sylvain nous a reçus. C'était un homme petit, frêle, mais avec des yeux d'un bleu perçant, incroyablement vifs. Mademoiselle Cormier, a-t-il commencé, sa voix étonnamment forte. Ou devrais-je dire, non. Vous n'êtes pas une Cormier. C'est ce que j'ai appris, j'ai dit, m'asseyant en face de lui. Ah, Béatrice, a-t-il soupiré. Une femme, décidée. Je me souviens très bien. Mars 1992. Il avait un dossier posé sur son bureau. Un dossier épais, jauni par le temps. Mon nom, ou plutôt, BBX, était écrit dessus. Je savais que ce jour viendrait, a-t-il dit. Surtout après l'appel de Béatrice il y a 6 mois. J'ai figé. Béatrice vous a appelé, il y a 6 mois? Oui. Pour reconfirmer les clauses de confidentialité. Elle préparait son coup, visiblement. Mais elle n'est pas ma cliente dans cette affaire. Pas entièrement. Il a ouvert le dossier. Voici. Vous êtes né le 5 mars 1992. Votre mère biologique s'appelait Juliette Lefebvre. Elle avait 19 ans. Juliette Lefebvre. J'avais un nom. J'ai répété ce nom dans ma tête. Juliette. Et mon père? Inconnu sur l'acte de naissance. Juliette n'a jamais dit. Elle était terrifiée. Terrifiée? Par qui? Maître Sylvain a tourné une page. C'est là que ça devient inhabituel. Voyez-vous, dans une adoption privée, ce sont les parents adoptifs qui paient les frais. Et les Cormier ont payé. Grassement. Mais il y a eu un autre paiement. Il m'a montré une ligne dans un vieux livre de comptes. Regardez. Un paiement de 300 000 francs français. 300 000 francs, j'ai répété. En 1992, c'était une somme colossale. L'équivalent de 50 000 € aujourd'hui. Exactement, a dit Sylvain. Payé en espèces. Déposé par un coursier. Par une tierce partie anonyme. Morin s'est penché en avant. Une tierce partie? Dans quel but? Officiellement, a dit l'avocat, pour couvrir les frais de mademoiselle Lefebvre. Lui trouver un logement, payer ses soins médicaux, et pour garantir que l'adoption se fasse rapidement, discrètement, et sans discussion. Il a tapoté le livre des comptes. Ce n'était pas l'argent d'une étudiante de 19 ans. C'était l'argent de quelqu'un de riche, de puissant, et qui avait désespérément besoin que ce bébé disparaisse. Mon sang s'est glacé. Disparaisse? Qui était-ce? A demandé Morin. Je n'ai jamais eu de nom, a dit Sylvain. Juste des instructions par téléphone, d'une voix d'homme. Et cette signature sur le reçu du coursier. Il a montré à Morin une petite note dans la marge. Il n'y a qu'une initiale. Un V. Point. Un V. Je suis sorti du bureau, abasourdi. J'avais un nom de mère, Juliette Lefebvre. Et une initiale. V. Qui était V? Et pourquoi voulait-il me faire disparaître? Je suis rentré à Lille avec plus de questions que de réponses. Juliette Lefebvre. V. 300 000 francs. Morin m'a promis de commencer à chercher Juliette Lefebvre, mais c'était un nom courant. V était une piste quasi inexistante. Pendant ce temps, je devais faire tourner le rebond. J'étais épuisé, mentalement et physiquement, mais le travail était une bouée de sauvetage. Michel, mon plongeur, m'a vu pâle un matin. Ça ne va pas, patronne?
Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Justement, Michel. Je crois que je suis à la recherche d'un. Et puis, le coup est tombé. 3 jours après ma visite à Reims. J'étais en train d'éplucher les comptes du bistrot. Nous avions besoin d'un nouveau four, et les finances étaient serrées. Très serrées. J'avais espéré, ironiquement, que les 50 000 € que j'avais laissés par terre auraient pu aider. Pas l'argent de Béatrice, mais peut-être un prêt. Le facteur a apporté une lettre recommandée. Avec l'entête du cabinet d'avocats de la famille Cormier. Mon cœur s'est emballé. Je l'ai ouverte, mes mains tremblaient. Ce n'était pas une lettre d'excuse. C'était une déclaration de guerre. L'avocat de Béatrice m'informait que, ayant appris mes activités de harcèlement envers maître Sylvain et mes tentatives de déstabilisation de la famille Cormier, Béatrice avait décidé de reclassifier le cadeau de 50 000 €. Je lisais, mais je ne comprenais pas reclassifier. La lettre stipulait que les 50 000 € étaient désormais considérés comme un prêt à la consommation à taux zéro, accordé à mon entreprise, Le Rebond. Et le paragraphe suivant m'a achevé. Ce prêt est remboursable immédiatement et dans sa totalité, disait la lettre, si Madame Diane. Il n'utilisait plus, Cormier, poursuit ses enquêtes malveillantes, tente de contacter des membres de la famille biologique, ou nuit de quelque façon que ce soit à la réputation de la famille Cormier. J'ai dû m'asseoir. C'était un piège. Un piège diabolique. Béatrice savait. Elle avait su que je n'accepterais pas d'être achetée. Elle avait su que j'allais fouiller. Elle avait anticipé ma visite chez maître Sylvain. Elle n'avait pas déposé le chèque de 50 000 € sur mon compte. Elle l'avait lié à mon entreprise. Elle savait que Le Rebond était ma vie, mais elle savait aussi qu'il était fragile financièrement. Elle me tenait. Elle me disait, tais-toi. Arrête de chercher. Ou je détruis la seule chose que tu as construite par toi-même. Étienne est rentré ce soir-là et m'a trouvée assise dans le noir, la lettre à la main. Il l'a lue et est devenu blanc de rage. C'est une ordure. C'est du chantage pur et simple. Il voulait que j'appelle la police, que je dénonce. Et leur dire quoi, j'ai dit, ma voix vide. Qu'une femme riche utilise son argent pour faire taire quelqu'un? Ce n'est pas illégal. C'est juste, cruel. Béatrice pensait m'avoir mis échec et mat. Elle avait sous-estimé une chose. Elle pensait que j'avais peur de perdre mon bistrot. Mais à ce moment-là, j'avais plus peur de ne jamais savoir qui j'étais. Elle venait de me donner la certitude que mon passé cachait quelque chose d'énorme. Quelque chose que V et Béatrice voulaient tous les deux garder enterré. Elle ne gagnera pas, j'ai murmuré dans le noir. J'ai pris mon téléphone. Morin? C'est Diane. J'ai besoin que vous trouviez Juliette Lefebvre. Mettez le paquet. Je vous paierai. D'une manière ou d'une autre, je vous paierai. Je m'en fiche de ces menaces. Le jeu venait de monter d'un cran. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Cette histoire devient de plus en plus sombre, n'est-ce pas? Si vous pensez que Béatrice est cruelle, que sa manipulation est diabolique, attendez de voir la suite. La réalité était encore plus folle que tout ce que j'aurais pu imaginer. Restez avec moi, car c'est là que tout bascule. 2 semaines ont passé. Les 2 semaines les plus longues de ma vie. La menace de Béatrice planait sur moi comme une épée de Damoclès. Chaque facture du Rebond, chaque salaire à payer, était un rappel que je pouvais tout perdre. J'ai dû puiser dans mes économies personnelles pour maintenir le bistrot à flot. Étienne m'a même proposé de vider son livret A. J'ai refusé. C'était mon combat. Didier Morin, de son côté, travaillait. Mais Juliette Lefebvre, née en 1973, était un nom désespérément commun. Il y en avait des dizaines dans les archives. Il enquêtait sur plusieurs pistes, mais rien de concret. La piste du V était complètement froide. J'étais au bord de l'épuisement. Je passais mes journées à sourire à mes clients, à gérer les stocks, et mes nuits à éplucher les comptes, essayant de trouver une solution miracle pour sauver Le Rebond si Béatrice mettait sa menace à exécution.
Nous étions un mardi soir. Minuit passé. J'étais seule dans le bureau du bistrot, la tête dans mes factures, une tasse de café froid à côté de moi. J'étais fatiguée. J'avais envie de pleurer, d'abandonner. De laisser Béatrice gagner. Mon téléphone a vibré sur le bureau, me faisant sursauter. Numéro masqué. J'ai décroché, la gorge nouée. Allô? Diane? C'est Morin. Sa voix était étrange. Grave. Sérieuse. Morin? Vous avez trouvé quelque chose? Il est minuit passé. Je sais. Je suis désolée de l'heure. Écoutez, vous devriez vous asseoir. Mon sang s'est glacé. C'est la phrase qu'on ne veut jamais entendre. Je me suis assise sur ma chaise de bureau qui grinçait. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Il y a eu un long silence. J'entendais sa respiration. J'ai trouvé Juliette Lefebvre, a-t-il dit. Et, mon cœur battait à tout rompre. Où est-elle? Est-ce qu'elle est? Je suis désolée, Diane, a-t-il dit doucement. Je suis vraiment désolée. Elle est décédée. Il y a 5 ans. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Morte. La seule personne qui partageait mon sang. La seule qui pouvait me dire la vérité. Morte. Les larmes que je retenais depuis des jours ont commencé à couler. Morte? Comment? Cancer du sein, a dit Morin. Elle s'est battue, mais, elle n'avait que 43 ans. 43 ans. Plus jeune que Béatrice. J'ai posé ma tête sur le bureau, les factures se brouillant sous mes larmes. C'était fini. J'avais échoué. Je ne saurais jamais. Diane? Vous êtes toujours là? A demandé Morin. Oui, j'ai sangloté. C'est fini. Je ne saurai jamais. Non, a dit Morin, sa voix devenant soudainement plus forte. Ce n'est pas fini. C'est là que ça commence. J'ai relevé la tête. Quoi? Juliette est peut-être morte, mais elle savait que vous viendriez un jour. Elle a laissé quelque chose. Elle a déposé une lettre chez un notaire à Paris, il y a 6 ans, juste après son diagnostic. Une lettre à n'ouvrir que par sa fille, née le 5 mars 1992. J'ai arrêté de respirer. Une lettre? Pour moi? J'ai parlé au notaire. J'ai dû batailler, mais il a confirmé. Et il m'a lu un extrait, pour vérifier mon identité. Diane, cette lettre, elle dit qui est votre père. Le silence dans mon petit bureau était total. Je n'entendais que le battement de mon propre cœur. Morin. Ma voix était un souffle. Qui est mon père? J'ai entendu Morin prendre une grande inspiration, comme s'il hésitait à prononcer le nom. Diane? Votre père biologique, c'est Antoine Vasseur. J'ai froncé les sourcils. Antoine? Vasseur? Oui. Attendez, pas le Antoine Vasseur? Le fondateur de Vasseur Logistique? Le milliardaire? Lui-même, a dit Morin. Le magnate du transport maritime. Au Havre. Mon téléphone m'a glissé des mains. Il est tombé sur le sol avec un bruit sourd. Antoine Vasseur. L'un des hommes les plus riches et les plus puissants de France. L'initiale? V. 300 000 francs. Tout s'emboîtait. Ce n'était pas juste une histoire de famille. C'était une histoire de pouvoir, d'argent, et de secrets valant des milliards. Le lendemain, j'avais l'impression de vivre dans un rêve. Antoine Vasseur. J'avais vu son visage des dizaines de fois dans les magazines économiques, dans les journaux télévisés. L'homme parti de rien, qui avait construit un empire logistique au Havre. Et c'était, mon père. Morin m'avait donné le nom de l'assistante personnelle de Vasseur. J'ai appelé, ma voix tremblant si fort que j'ai à peine pu me présenter. J'ai juste dit, je m'appelle Diane. C'est au sujet de Juliette Lefebvre. Le silence à l'autre bout du fil a été glacial. Puis, ne bougez pas. Monsieur Vasseur vous rappelle dans 5 minutes. 5 minutes plus tard, mon téléphone sonnait. Numéro privé. Allô? Ici Antoine Vasseur. Sa voix était profonde, grave,
et pleine d'une autorité que je n'avais jamais entendue. Qui êtes-vous, et comment connaissez-vous ce nom? Je suis sa fille, j'ai bégayé. Né le 5 mars 1992. Le silence à l'autre bout du fil a duré une éternité. J'ai cru qu'il avait raccroché. Puis, j'ai entendu un son. Un son étranglé. Le son d'un homme qui retenait un sanglot. Où êtes-vous? A-t-il demandé, sa voix changée, brisée. À Lille. Soyez au Havre. À mon bureau. À 15 heures. Et il a raccroché. J'ai pris ma Clio. 3 heures de route vers le Havre. 3 heures où mon cerveau essayait de traiter l'information. J'allais rencontrer mon père. Mon vrai père. Un milliardaire. Le siège de Vasseur Logistique était une tour de verre et d'acier qui dominait les docks du Havre. J'avais l'impression d'être minuscule dans mon jean et mes vieilles bottes. L'assistante m'attendait. Elle ne m'a pas regardée. Elle m'a conduite directement au dernier étage. L'ascenseur s'est ouvert sur un bureau immense, avec une baie vitrée donnant sur l'océan et les porte-conteneurs. Un homme était là, dos à moi, regardant la mer. « Laissez-nous » a-t-il dit à son assistante. La porte s'est fermée. Il est resté dos à moi pendant une longue minute. Puis, il s'est retourné. Et j'ai eu l'impression de me voir dans un miroir déformé par le temps. C'était moi. Dans 30 ans. Les mêmes yeux verts. Le même menton volontaire. La même façon de serrer les poings quand il était nerveux. Il a fait quelques pas vers moi. Ses yeux scrutaient mon visage. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Juliette, a-t-il murmuré. Vous avez ses yeux. Et mon menton. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi. C'est donc vrai. Vous êtes vivante. Elle s'appelait Diane, j'ai dit, ma voix plus ferme que je ne le pensais. Et oui. Je suis vivante. Sans aucune aide de votre part. La douleur a traversé son visage. C'est faux, a-t-il dit. J'ai paniqué. J'avais 28 ans, j'étais mariée, ma femme Hélène, l'entreprise commençait à peine à décoller. Juliette était stagiaire. Nous étions jeunes, stupides. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai paniqué. J'ai payé Sylvain. Les 300 000 francs. Pour qu'il s'occupe d'elle, pour qu'il vous trouve une bonne famille. Et pour qu'il garde le silence. Une bonne famille, j'ai craché. Vous appelez les Cormier une bonne famille? Vous m'avez vendu. Non, a-t-il crié. Je n'ai jamais su à qui il vous donnait. C'était la condition. Une adoption à l'aveugle. Mais je vous ai suivi, Diane. J'ai toujours su où vous étiez. Une sueur froide a coulé dans mon dos. Vous m'avez suivi? J'ai engagé Morin, attendez, pas votre Morin. Un autre. Pour avoir des rapports. Je sais tout. Le rebond. Votre travail. Votre force. Alors vous m'avez aidé, j'ai demandé, le mépris dans la voix. Ma vie facile, c'était vous? Non, a-t-il dit, et c'est là que le deuxième choc est arrivé. C'est ça le pire. J'ai essayé. J'ai essayé de vous aider, et vous m'avez repoussé. Quoi? Quand vous êtes entré à l'université, j'ai créé une bourse d'études anonyme. La bourse Juliette Lefebvre. Elle couvrait tous vos frais. Votre tutrice légale l'a refusé net. Béatrice. J'ai murmuré. Et il y a 6 mois, a-t-il continué, mon fonds d'investissement social a contacté le rebond. Nous voulions investir 200 000 €. Sans contrepartie. Juste pour vous aider à grandir. Votre assistante nous a répondu que Diane, n'était pas intéressée par l'argent de la pitié, et qu'il ne fallait plus jamais vous contacter. Je l'ai regardé, abasourdi. Je n'ai jamais reçu cet appel. J'ai jamais refusé cet argent. J'étais désespérée. J'étais en train de faire une demande de prêt bancaire que... Mon cerveau a connecté les points. La demande de prêt. Le refus de la banque. L'appel de Béatrice à Maître Sylvain. L'investisseur mystérieux. Antoine Vasseur est devenu livide. Il a compris en même temps que moi. Cette demande de prêt,
elle a dû alerter quelqu'un, a-t-il dit. Béatrice, j'ai soufflé. Elle a découvert qui vous étiez. Et elle a intercepté votre offre. Elle s'est fait passer pour moi. Nous nous sommes regardés, l'horreur de la situation nous frappant de plein fouet. Béatrice ne m'avait pas seulement menti. Elle m'avait activement saboté. Antoine Vasseur n'est pas devenu milliardaire en étant passif. La seconde où nous avons compris, il a appuyé sur un bouton de son interphone. Hélène, Pierre. Mon bureau. Tout de suite. 2 personnes sont entrées. Pas Hélène sa femme. Hélène, sa chef de cabinet, et Pierre, son chef de la sécurité, un ancien de la DGSE. Pierre a dit Vasseur, sa voix redevenue celle d'un PDG. Je veux tout savoir sur une femme. Béatrice Cormier, de Reims. Je veux savoir ce qu'elle a fait il y a 6 mois. Chaque appel, chaque rendez-vous. Surtout si cela concerne mes finances, cette jeune femme. Il m'a désigné. Diane. Ma fille. Pierre a hoché la tête et a disparu. Hélène, la chef de cabinet, m'a regardé avec une efficacité froide. Diane. Vous avez dit que vous aviez fait une demande de prêt il y a 6 mois? Oui, j'ai dit, encore tremblante. À la Banque privée du Nord. C'est la banque historique des Cormier. Parfait, a-t-elle dit. Donnez-moi les détails. Pendant les heures qui ont suivi, j'étais dans une bulle. J'ai raconté mon histoire. L'adoption, la lettre de Béatrice, la menace sur les 50 000 €. À chaque détail, le visage d'Antoine Vasseur s'assombrissait. Pierre est revenu 3 heures plus tard. Ce qu'il avait trouvé était pire que tout ce que j'avais imaginé. C'était un chef-d'œuvre de cruauté. Voici ce que Béatrice avait fait. Il y a 6 mois, ma demande de prêt pour le rebond avait atterri sur le bureau d'un directeur de la banque, un ami proche d'Aurore et de son mari banquier. Par curiosité, ou par méchanceté, il avait fait une vérification d'identité plus poussée. Il avait vu que j'étais adoptée. Il en avait parlé à Aurore. Aurore en avait parlé à Béatrice. Béatrice, soupçonnant quelque chose, avait fait ce que j'avais fait, elle avait engagé un détective. Mais le sien était plus cher. Il avait trouvé Maître Sylvain. Il avait trouvé Juliette Lefebvre. Et il avait trouvé Antoine Vasseur. C'est là que le plan diabolique de Béatrice s'est mis en place. Au même moment, l'offre d'investissement d'Antoine Vasseur pour le rebond est arrivée. Béatrice, qui contrôlait encore certains de mes anciens papiers, l'a interceptée. Elle a elle-même appelé l'investisseur, se faisant passer pour mon assistante, et a refusé l'offre. Puis, elle est allée voir Antoine Vasseur. Elle ne l'a pas rencontré au Havre. Elle l'a convoqué dans un hôtel de luxe à Paris. Elle lui a tout exposé. Elle savait pour moi. Elle savait qu'il était le père. Et elle l'a fait chanter. L'accord était simple. Le silence absolu de Vasseur. Il devait me laisser, Béatrice, gérer la situation, c'est-à-dire me déshériter publiquement. Et en échange de son silence, et pour compenser les ennuis qu'elle avait eus à m'élever, Vasseur Logistique devait signer un contrat de transport exclusif et massif avec Cormier Textile. Un contrat qui allait sauver l'entreprise de mon père adoptif, qui était au bord de la faillite. Si Vasseur refusait, elle révélerait au monde entier que le grand Antoine Vasseur avait une fille illégitime, détruisant sa réputation, son mariage, et potentiellement son entreprise. Antoine, pris au piège, voulant me protéger du scandale, a accepté. Il a signé le contrat. Antoine Vasseur me regardait, l'agonie sur son visage. Elle m'a forcé à choisir, a-t-il murmuré. Et elle m'a forcé à financer l'entreprise qui vous a rejeté. Elle a utilisé votre existence comme une arme contre moi. J'ai compris. Le chèque de 50 000 €, ce n'était pas un prêt. C'était une insulte. C'était l'argent de poche que Béatrice me jetait, après avoir extorqué des millions à mon père biologique. Elle ne m'a pas seulement volé mon passé, j'ai dit, ma voix tremblant de rage. Elle m'a volé mon avenir. Elle a failli tuer le rebond. Elle a tout pris. Antoine Vasseur s'est levé. La tristesse avait disparu. À la place, il y avait une fureur froide que je reconnaissais. C'était la même fureur que j'avais ressentie. Elle n'a pas tout pris,
Diane, a-t-il dit. Pas encore. Antoine Vasseur n'est pas Henri Cormier. Il n'est pas faible. Il n'est pas passif. Il a passé un autre appel. Hélène. Ma femme. Amène-la ici. Une demi-heure plus tard, une femme élégante, aux cheveux gris et aux yeux vifs, est entrée dans le bureau. Elle a regardé Antoine, puis moi. Hélène, a dit Antoine, sa voix se brisant à nouveau. Je dois te dire quelque chose. Cette jeune femme, c'est ma fille. J'ai vu Hélène Vasseur encaisser le choc. Elle a fermé les yeux une seconde. Puis elle les a rouverts et m'a regardé. Vraiment regardé. Elle s'est approchée de moi. Je m'attendais à de la haine, des cris. Elle a simplement posé sa main sur ma joue. Alors, c'est vous, a-t-elle dit doucement. C'est vous, la raison. Toutes ces années, tous ces dons anonymes à des bistrots sociaux à Lille. C'était pour vous. Elle s'est tournée vers Antoine. Tu aurais dû me le dire. Puis elle s'est retournée vers moi. Bienvenue dans cette famille compliquée, Diane. Ce jour-là, j'ai aussi rencontré mes demi-frères. Ils étaient plus jeunes, choqués, mais curieusement accueillants. Mais la justice n'était pas encore rendue. Antoine s'est tourné vers moi. Je ne peux pas racheter les 32 dernières années. Je ne peux pas te rendre Juliette. Et je ne vais pas t'insulter en te signant un chèque. Ton rebond est trop important pour ça. Il a souri. Mais je peux être un client. Le lundi suivant, Antoine Vasseur, Hélène Vasseur, et toute l'équipe de direction de Vasseur Logistique sont venus déjeuner au rebond à Lille. Mon équipe était terrifiée. J'ai fait ce que je savais faire, de la bonne nourriture, simple, honnête. Une soupe de potimarron et un parmentier de canard. Antoine a goûté la soupe. Il a fermé les yeux. C'est la meilleure chose que j'ai mangée depuis 10 ans. Le lendemain, le rebond recevait un appel d'offres. Nous venions de remporter le contrat de restauration exclusif pour les 1000 employés du siège de Vasseur Logistique au Havre. Ce n'était pas de la charité. C'était un contrat. Un contrat qui valait des millions. Un contrat basé sur ma cuisine, mon travail, mon concept. Le rebond était sauvé. Il allait prospérer. Le même jour, un fax est arrivé au siège de Cormier Textile à Reims. C'était une lettre d'annulation. Vasseur Logistique rompait avec effet immédiat son contrat de transport, citant une « rupture de confiance fondamentale et des pratiques commerciales contraires à l'éthique » de la part de leur PDG, Béatrice Cormier. Ce contrat était la seule chose qui maintenait Cormier Textile à flot. Il n'a pas fallu longtemps. Sans le contrat Vasseur, l'entreprise était insolvable. 6 mois plus tard, Cormier Textile déposait le bilan. La liquidation judiciaire a été prononcée. Ils ont tout perdu. L'entreprise. La réputation. Et ils ont perdu la Chênaie. La maison a été vendue aux enchères pour payer les dettes. Bien sûr, Béatrice m'a appelé. Un seul appel. J'ai décroché. Elle hurlait. Elle criait que j'étais un monstre, que j'avais tout détruit, que j'avais ruiné la famille. Je l'ai laissé hurler pendant 1 minute entière. Puis, j'ai parlé, calmement. Tu avais raison sur un point, Béatrice. Je n'ai jamais vraiment fait partie de vous. J'ai ajouté, j'espère que tu apprécieras ta vraie vie. Et j'ai raccroché. Je n'ai plus jamais entendu sa voix. 1 an a passé. Je suis debout dans la cuisine de mon nouveau restaurant. C'est le 2e Le Rebond. Il est au Havre, juste en face du siège de Vasseur Logistique. Il est 2 fois plus grand que celui de Lille, et nous embauchons 40 personnes en réinsertion. Le Rebond de Lille? Il tourne à plein régime. Et il a un nouveau gérant. Mon petit frère, Lubin. Après l'effondrement, il est venu me voir. Il était le seul. Il a pleuré, il s'est excusé de ne pas avoir eu le courage de parler. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais toucher 1 centime de l'argent des Cormier. Je l'ai cru. Je l'ai embauché comme plongeur. Aujourd'hui, il gère l'endroit. Il a enfin trouvé sa voie. Il a trouvé sa propre famille. Étienne et moi, nous nous marions le mois prochain, sur la plage, au Havre. Antoine m'accompagnera à l'hôtel. Hélène m'aide à choisir ma robe.
Mon nom. J'ai fait les démarches. Je ne m'appelle plus Diane Cormier. Je m'appelle Diane Lefebvre-Vasseur. Lefebvre pour la mère que je n'ai jamais connue, mais dont j'ai hérité la force. Vasseur pour le père que je commence à peine à découvrir. Et le chèque de 50 000 €? Je ne l'ai jamais encaissé. Il est encadré. Je l'ai accroché dans les toilettes de mon bureau, juste au-dessus de la chasse d'eau. C'est là qu'est sa place. À côté, j'ai mis la seule photo que Morin a pu trouver de ma mère, Juliette. C'est une photo d'elle à 19 ans, souriante. En dessous, j'ai fait graver une petite plaque. Elle dit, le prix du silence, 50 000 €. Le prix de la vérité, inestimable. Il m'a fallu 32 ans pour découvrir qui j'étais. J'ai dû perdre une famille pour en trouver une vraie. J'ai appris que la famille, ce n'est pas le sang que l'on partage, ni le nom que l'on porte. Ce sont les gens qui voient votre valeur, même quand vous ne la voyez pas vous-même. Ce sont les gens qui se battent pour vous, et avec vous. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si elle a résonné en vous, si vous avez déjà ressenti ce sentiment d'injustice ou de trahison, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que la « famille » signifie réellement pour vous? Avez-vous déjà dû vous battre pour découvrir votre propre vérité? Je lis tous vos commentaires, et vos histoires comptent. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies qui nous rappellent que, même après les mensonges les plus sombres, la vérité trouve toujours un moyen de faire surface. Rappelez-vous, peu importe le prix que les autres essaient de vous fixer, votre vraie valeur, c'est vous, et vous seul, qui l'a décidé. Merci.